Et on revient sur le sommet de la francophonie qui a pris fin dimanche à Djerba, en Tunisie. Cette rencontre, on le sait, survenait en pleine tension politique, alors que le président tunisien s'est donné tous les pouvoirs. C'est d'ailleurs ce qui avait poussé Ottawa à manœuvrer en coulisses pour tenter de faire annuler, mais sans succès, la tenue de ce sommet. On en dresse donc le bilan avec notre panel d'Est en Ouest. Tom Urbaniak à l'Université du Cap-Breton, Nathalie Desrosiers au Massey College et Frédéric Boily à l'Université de l'Alberta. Bonsoir à vous trois. Bonsoir Esther. Le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre du Québec, François Legault, ont pris une attitude complètement différente, en fait, face au président tunisien. Le premier ministre Legault l'a rencontré, tandis que Justin Trudeau a refusé toute rencontre avec lui. Tom Urbaniak, d'abord, à quel point c'est révélateur, ces deux attitudes différentes du Québec et du Canada à la grande rencontre de la francophonie, selon vous? Avant le sommet, les attitudes n'étaient pas tellement différentes entre M. Trudeau et M. Legault. Tous les deux ont soulevé les craintes à propos des droits de la personne en Tunisie et de la façon à faire autoritaire du président tunisien. Mais quand même, vous avez raison, il y a des différences dans leur approche au sommet même. Monsieur Legault était d'accord pour rencontrer le président tunisien. Il y a quelques dossiers à discuter spécifiques entre le Québec et la Tunisie. Par exemple, le dossier des étudiants étrangers qui ont un apport très, très important au Québec et dont le Québec va miser pour l'avenir de sa stratégie d'immigration. Je note aussi que le président tunisien, dans son allocution d'ouverture du sommet, a fait une certaine allusion sarcastique envers M. Trudeau en disant que il y a du monde qui a tenté de faire annuler ce sommet et voici, nous sommes ici pour la première fois depuis 2018. Donc, les rapports entre M. Trudeau et le président Saïed sont très, très froids ces jours-ci. Et ça va continuer même après les élections législatives de 17 décembre. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux attitudes différentes de M. Trudeau et Legault face au président de la Tunisie? L'attitude de M. Trudeau est conforme à sa position antérieure, à savoir qu'il ne faut donner aucune légitimité au président tunisien et par conséquent, ne pas le rencontrer était logique avec sa première position. Le problème, c'est que ça laisse entendre que M. Trudeau est allé au sommet, mais en même temps, de manière un peu réticente, et comme le mentionnait Tom tout à l'heure, c'est pourquoi il y a eu des allusions sarcastiques qui visaient des gens comme M. Trudeau. Donc, dans ce contexte-là, ça le place aussi dans une position qui va peut-être lui être rappelée lorsque M. Trudeau aura peut-être à négocier lui aussi avec des dirigeants politiques qui, dans d'autres régions du monde, la région Indo-Pacifique notamment, qui ne sont pas des parangons de démocratie. Donc, des conséquences, effectivement, à prévoir. Le premier ministre François Legault s'est aussi donné comme mission pendant ce sommet de mieux expliquer la loi 96 et les politiques d'immigration du Québec, deux sujets qui auraient mauvaise presse, dit-il, dans les médias étrangers. Nathalie Desrosiers, est-ce que la loi 96 a été mal expliquée dans la francophonie, mais aussi ailleurs au Canada, vous pensez? C'est un projet de loi et c'est une loi qui est très difficile à expliquer parce qu'elle utilise la clause dérogatoire, la fameuse clause non-obstant. Donc, elle immunise le gouvernement de toute révision judiciaire. Alors, ça soulève des inquiétudes. Si, comme le gouvernement le dit, c'est une approche équilibrée qui respecte bien les droits des minorités tout en protégeant le français, pourquoi donc esquiver la révision judiciaire? Alors, c'est normal un peu qu'il y ait des réticences et qu'il y ait des interrogations qui soient, et c'était dans la presse étrangère, tout comme dans la presse canadienne. Et le deuxième point, et c'est là aussi, c'est parce que dans la loi,
pour des gens qui s'apprêteraient à émigrer au Québec, il y a quelques instances, là, il y a quelques dispositions qui pourraient faire peur. Une, c'est la limite des services gouvernementaux pour ceux qui ne parlent pas français. Alors, dans certaines familles francophones du Maghreb, il se peut, ou de partout en Afrique, il se peut fort bien qu'il y ait certaines personnes qui parlent très bien français, mais peut-être pas toutes. Et donc, quelqu'un qui arriverait avec une famille hétérogène aurait peut-être peur que ses grands-parents ou son épouse ne puissent pas avoir accès à des services gouvernementaux, d'autant plus que le gouvernement Legault tient la ligne dure un peu là sur ses seuils d'immigration, maximum 50 000. Et donc, c'est normal que pour une population francophone qui viserait à s'établir au Québec, il y a quelques petites choses à rectifier. Ça va prendre un peu de temps. On va voir comment la loi va être établie, va être mise en œuvre et peut-être qu'il va devoir avoir une seconde ronde d'explications. Ouais. Tom, comment justement cette loi 96 elle est perçue dans la francophonie canadienne selon vous, en Acadie où vous êtes par exemple? La réaction est plutôt mixte. Je note d'ailleurs que les représentants de, par exemple, la Société nationale de l'Acadie sont au sommet de francophonie, mais ils n'abordent pas la loi 96. Mais quand même, à l'intérieur du pays, la réaction acadienne est mixte. On note avec satisfaction que la préambule de la loi mentionne l'engagement accru du Québec pour promouvoir les minorités francophones à l'extérieur du Québec. Mais on a des craintes aussi. Par exemple, l'Université de Moncton a soulevé le potentiel de la concurrence des universités québécoises parce que maintenant, on donne aux francophones les mêmes frais de scolarité si un programme n'est pas offert dans leur province. Au milieu de la santé, on note des craintes aussi parce qu'il y a un grand principe chez les francophones d'ici qu'il faut avoir des services dans sa propre langue. C'est essentiel comme droit humain en matière de la santé. Et voilà, il y a des questions au Québec que ce principe-là va être peut-être compromis à cause de la loi 96. Ouais. Donc, on voit au niveau de la perception en 96, ailleurs dans la francophonie, ça peut causer un problème. Bon, du côté du premier ministre Trudeau maintenant, une des annonces principales à ce sommet, ça a été que le Canada sanctionne 3 nouveaux membres de la classe politique en Haïti, dont l'ex-président Michel Martelly. On a annoncé aussi une aide de 16,5 millions de dollars pour aider le pays à faire face à une épidémie de choléra, à lutter contre la corruption également. Frédéric, évidemment, plusieurs se demandent si cette annonce du Canada, ça laisse présager une plus grande intervention du Canada en Haïti. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me surprendrait parce que le Canada n'a tout simplement pas les ressources militaires pour être en mesure de monter une mission d'intervention comme le veulent les États-Unis, comme les États-Unis l'ont demandé par la bouche de leur secrétaire d'État Anthony Blinken il y a peut-être un mois maintenant. Mais cette position-là qu'on voudrait que le Canada prenne à l'égard d'Haïti, on n'est tout simplement pas en mesure de la prendre du côté d'Ottawa. Donc, on annonce des aides économiques. Les sanctions, d'ailleurs, aussi, je pense, sont très bien accueillies. Mais est-ce qu'on peut aller vraiment plus loin pour aider Haïti? Je n'ai pas l'impression que le Canada a la capacité présentement pour le faire. Donc, on se contente d'être dans une position où on offre une certaine aide, puis en même temps, on attend de voir ce que vont faire les autres partenaires dans ce dossier. Oui, donc, mais ça ira pas plus loin que ça, selon ce que vous nous dites, Frédéric. Je vais terminer sur la question des étudiants universitaires. Tom en parlait d'entrée de jeu. Il y a la secrétaire générale de la francophonie qui a reproché au Canada et au Québec de rejeter à plus de 80% les demandes de visa d'étudiants et d'étudiantes africains francophones. Le premier ministre Trudeau a dit de son côté qu'il va demander au ministre de l'Immigration d'agir dans ce dossier-là pour voir ce qui peut être fait. Nathalie Desrosiers, je vais terminer avec vous. À quel point est-ce que c'est un dossier important que ces questions des étudiants universitaires? C'est un dossier crucial pour la francophonie parce qu'il y a 2 raisons pour lesquelles la francophonie internationale existe. C'est pour les échanges
culturelle, scientifique, la mobilité des gens. Et si on se rend compte que les étudiants africains ne peuvent pas bénéficier d'un accueil au Canada, dans les universités canadiennes, je pense que c'est un affront un peu à l'identité même, à l'idée même de la francophonie internationale. Alors, je pense que c'est dans ce contexte-là, c'est important pour la francophonie internationale, mais aussi c'est important pour le Canada parce que l'avenir de la francophonie en Ontario, au Québec, en Acadie, dans l'Ouest, ça dépend d'une immigration et cette immigration-là, souvent, vient des étudiants internationaux. Oui, donc important de faciliter les processus. Tom Urbaniak, Nathalie Desrosiers et Frédéric Boily, merci beaucoup et on vous retrouve la semaine prochaine. Merci. Je vous en prie, Estelle. Au revoir.